6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Je veux savoir ce que je vois. Il doit y avoir une explication. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans cet épisode, un volcan dans Manhattan. Les gens courent, la panique se propage. Ma première pensée, c'est « Est-ce qu'on nous attaque ?» Le temps et l'espace deviennent bizarres dans l'Illinois. Qu'arrive-t-il au ciel? Un saut quantique dans une zone de culture du maïs. Ce genre de choses n'est pas censé se produire. L'âme d'un train dans le métro maudit. Comment dire, c'est un train fantôme. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Ça, c'est de l'explosion. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Tout de suite, à Manhattan, une énorme explosion secoue l'île. C'est forcément un événement catastrophique. Quelque chose de terrible se passe à New York City. Les New-Yorkais craignent une autre atrocité. Mon cœur a failli s'arrêter parce que ça m'a rappelé ce que nous avons vécu le 11 septembre. Cependant, cette explosion ne ressemble pas aux autres attaques terroristes. Ça n'est pas la réaction d'une explosion normale. Quelle est la vraie cause de cette libération d'énergie? New York est l'une des plus grandes villes au monde. Lorsqu'un film a pour thème un monstre géant ou une terrible catastrophe, c'est ici que ça se passe. On dit que c'est la ville où tout peut arriver. Le soir du 18 juillet 2007, à l'heure de pointe, une éruption volcanique inopinée déchire une rue de Manhattan. Les gens courent, la panique se propage. Une grosse explosion projette des nuages de fumée et de débris presque aussi hauts que les gratte-ciel qui l'entourent. Ça n'arrive pas tous les jours de voir dans une rue un nuage plus haut qu'un gratte-ciel, ou d'entendre un rugissement assourdissant qui ne cesse pas. Mon cœur a failli s'arrêter parce que ça m'a rappelé ce que nous avons vécu le 11 septembre. New York, aux yeux de tous, symbolise l'Amérique et tout ce qu'elle représente. C'est donc une cible de choix pour les régimes et les organisations malfaisantes du monde entier. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, il y a eu une dizaine d'attaques terroristes supplémentaires dans la ville. L'ancien agent de la CIA, Lindsay Moran, analyse le lieu de l'explosion, à l'angle de Lexington et de la 41e rue. Ça s'est passé tout près de la gare de Grande Central Terminal. Les centres de transport sont des cibles évidentes pour quiconque cherche à attaquer les États-Unis. Dans les secondes qui suivent l'éruption, la police arrive sur les lieux. Il y a 46 victimes et une femme est décédée. Il est clair que c'est un événement terrible. Randy Roca assiste à l'explosion depuis le bus qu'il conduit. Je me suis arrêté. J'ai ouvert la porte, des gens sont entrés, des gens sont sortis et j'étais prêt à repartir. Tout d'un coup, le pare-brise et tout autour s'est mis à trembler. Je savais pas ce qui se passait. Devant lui, la rue crache de la fumée jusqu'au ciel. Il a éclaté. Il a explosé. C'était comme le geyser d'Old-Faithful. Des roches et du verre ont jailli. Le sol a commencé à s'ouvrir. L'avocat Andrew Frankel quitte son bureau au 23e étage, surplombant le site de l'explosion. Nous avons tous évacué l'immeuble sans perdre de temps. Cependant, en arrivant sur le trottoir, il réalise que ça ne peut pas être une bombe ordinaire. On aurait dit que le tonnerre grondait, mais contrairement au tonnerre, ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. S'il s'agit bien d'une attaque, les autorités n'y sont pas du tout préparées.
Si ça avait été une attaque terroriste, on aurait entendu un grand boom, qui aurait duré quelques secondes. Mais le bruit continue, comme une réaction soutenue. Qu'est-ce qui peut causer ça? Le géologue Bill Menke analyse les images. Quelque chose cloche avec cette éruption. Différents types d'explosions laissent différentes formes de fumée, mais aucune d'entre elles ne correspond à celle-ci. La colonne de nuages qui s'érigeait dans le ciel était d'un blanc éclatant, et elle semblait s'évaporer au sommet. En tant que scientifique, je me suis dit que c'était de la vapeur. À la fin de la vidéo, je me suis demandé d'où provenait cette vapeur. On voit souvent de la vapeur jaillir des égouts et des canalisations de New York, mais pas de cette façon. La vapeur alimente cette ville depuis 1882. Dans les années 20 et 30, elle servait à chauffer les gratte-ciels imposants de New York et elle sert toujours aujourd'hui. Très peu de villes ont des systèmes de vapeur. New York possède le plus grand réseau de vapeur au monde. La vapeur a été choisie pour éviter des asphyxies dues à la fumée provenant du chauffage au charbon. Aujourd'hui, il existe encore plus d'une centaine de kilomètres de canalisation sous Manhattan, pompant plus de 9 milliards de kilos de vapeur par an. La géoscientifique Cyan Proctor et le journaliste scientifique Steve Potvin mettent sur pied une expérience afin de savoir si le système de vapeur de la ville de New York pourrait générer une force explosive comme celle aperçue sur les images. Lorsque vous transformez de l'eau en vapeur, vous transférez de l'énergie. D'accord, c'est prêt. On va chercher notre baril. On a besoin d'eau et ensuite on l'allume. Lorsque l'eau est convertie en vapeur, elle prend un volume beaucoup plus important. Elle occupe 1000 fois plus d'espace. C'est bon, ça suffit. D'accord. Ça y est, on attend que ça se transforme en vapeur. Oui, ça commence déjà. On doit installer un bain de glace pour que ça refroidisse. Oui, Oui. on va chercher la glace. Pratiquement tout l'air du baril a été remplacé par de la vapeur, qui se condense dans l'eau et met le conteneur sous pression. T'es prêt à le porter? Oui, C'est parti. T'entends le bruit? On rajoute des glaçons. ça réagit déjà. Attention! Oh mon Dieu! C'est arrivé plus vite que je l'avais imaginé. Je me sentais impressionnée par cet homme-là. On fait face à un imposteur, on fait face à un charlatan. On a trouvé ça un peu bizarre. C'est un autre niveau de mensonge. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Capturée par des caméras, la mort et la destruction règnent dans le centre de Manhattan. On dirait une activité volcanique. Pour découvrir s'il y a un lien avec le système de vapeur de New York, la géoscientifique Cyan Proctor mène une expérience. Lorsque vous prenez de la vapeur et que vous la transformez en liquide, vous réduisez le volume. Maintenant, si vous le faites dans un conteneur fermé, vous créez un vide. Ce vide crée une différence de pression qui peut tout déchirer. La puissance de la vapeur est absolument incroyable. Je comprends maintenant que ça puisse avoir la force de briser des canalisations sous terre. Le système de vapeur de New York précipite la vapeur à travers les canalisations à plus de 120 km/h, avec une pression de 1000 kPa. C'est 50 fois la pression produite par 10 tonnes de TNT. Il y a une énorme pression dans ces canalisations de vapeur. Et j'insiste sur le énorme. C'est un système new-yorkais unique. Ces coups de bélier peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Non seulement ils sont capables de souffler une section de canalisation, libérant ainsi la vapeur, mais ils sont aussi capables d'éventrer une rue. Les explosions de canalisation de vapeur sont rares. Cependant, depuis 1987, il s'en est produit 12 à Manhattan. À force de me promener dans la ville de New York, je sais où sont les canalisations et je me demande souvent ce qui se passerait si l'une d'elles explosait. Je n'aime pas marcher dessus ni les approcher. Il faut plus de 2 heures pour que l'éruption de l'avenue Lexington s'atténue. Parmi les débris se trouvent des canalisations de vapeur sectionnées. Une course contre la montre est lancée pour remplacer le système de vapeur vieillissant de New York avant que la prochaine canalisation n'explose. J'ai prié pour la dame qui est morte. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Il faut rester vigilant.
Tout de suite, c'est quoi ce truc? Une manifestation de lumière étrange est filmée dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Cette image n'est pas truquée. Au même moment, à 160 km de ce site, un phénomène identique est enregistré. Il y a une apparition dans les cieux. Quelque chose d'étrange se passe ici. Et ce qui en est la cause n'est pas d'ordre humain. Ce genre de choses n'est pas censé se produire. S'agirait-il d'une preuve de l'existence du saut quantique, ce qui réfuterait la théorie d'Einstein sur la relativité restreinte? Eh bien, Einstein avait tort. Vous changez une chose de ce côté, ça change l'autre instantanément. Quoi? Quoi? Que peut-on penser de ça? Shelbyville, dans l'Illinois, est une ville de 5000 habitants, se situant au milieu de la plus grande zone de culture du maïs du pays. Le vendredi 12 juin 2015, l'ingénieur en équipement agricole Joe Mercer et ses amis se rendent en ville pour aller au cinéma. Sur le trajet, ils aperçoivent une lumière dans le ciel. C'est là qu'on a commencé à la voir. Ils n'ont jamais vu une lumière bouger de cette manière. C'était comme une auréole au-dessus d'un nuage. Elle s'écartait et rétrécissait. Après, elle a disparu. Cette lumière se comporte d'une façon qui ne semble pas naturelle et qui ne ressemble en rien à ce qui est fait par l'homme. J'avais pas envie de m'en approcher. C'est hallucinant. Elle semble à la fois grande et rapide, presque instantanée. Il y a cette transformation d'une condition à l'autre. Le mystère s'intensifie lorsqu'à 225 km de Greenwood dans l'Indiana, un voyageur filme une lumière identique dans les nuages. Ce qui déconcerte les experts, dont la météorologue Angela Fritz. C'est pas le genre de manifestation qu'on rapporte dans un bulletin météo. On parle des nuages, de la pluie, des éclairs, mais on n'annonce pas des apparitions de lumière, ça n'arrive pas. Tony McMahon cherche des rapports historiques sur des observations similaires. Il en trouve un qui paraît presque identique. Le phénomène a eu lieu il y a plus de 100 ans. Un événement s'est produit en 1917, appelé le miracle du soleil, à Fatima. Le 13 octobre 1917, 70 000 personnes se rassemblent dans un champ au Portugal. Par une journée pluvieuse, une foule immense arrive sur une colline, parce que 3 enfants paysans l'ont convaincu qu'il y aurait une sorte d'apparition incroyable dans le ciel. Des journalistes et des photographes se trouvent parmi la foule. Ils regardent tous le ciel et attendent. Tout le monde observe le soleil. Certains prétendent l'avoir vu danser dans le ciel. D'autres prétendent avoir vu une boule de lumière filant à toute vitesse. Il est clair que ces gens ont affirmé avoir vu quelque chose de très étrange arriver au soleil. Quoi qu'ils aient vu, l'activité solaire n'en est pas la cause. Il y a un problème majeur avec les récits des enfants et des témoins présents. Des observatoires existaient partout dans le monde. Des spécialistes observaient les mouvements du soleil. Et personne d'autre à l'extérieur de Fatima n'a vu une telle chose ce jour-là. Pourtant, l'Église catholique déclare que l'événement est un miracle et un sanctuaire est placé à Fatima. Il reste encore aujourd'hui un site de pèlerinage. Le physicien Chad Orzel se demande si ce qui a été filmé ne serait pas un autre type de miracle. Un événement que les scientifiques appellent l'intrication quantique. L'intrication quantique est probablement la chose la plus bizarre qui sorte de la physique moderne. Imaginez un homme dans l'Illinois et un homme à Moscou. Tout ce que l'homme américain fait est fait exactement au même moment et de la même manière par l'homme russe. C'est ce qu'on appelle une intrication quantique. Sauf qu'à la place des hommes, ce sont 2 particules qui transmettent la lumière nommée photon. Dans la physique connue, tout se passe à la vitesse de la lumière ou plus lentement. Mais l'enchevêtrement altère ça. Vous changez une chose de ce côté, ça change l'autre instantanément, qu'elle se trouve à des kilomètres ou à des années-lumière. Et pourtant, ça se produit quand même. On ne sait pas comment ça se produit, mais ça se produit. Il n'y a pas tué personne. On a accusé de meurtre, c'était pas lui. Ils ont triché sur toute la ligne. C'est une preuve qui a été manipulée. Il y a eu de la magouille, c'est épouvantable. C'est pas moi. Colosse Plamondon, vendredi 21h, à Canal D.
C'est quoi ce truc? Deux lumières étranges scintillent dans les nuages simultanément à 225 km l'une de l'autre. S'agirait-il d'un événement étrange ressemblant à de la science-fiction, mais dont les scientifiques ont prouvé l'existence? C'est un phénomène réel, qui a été analysé d'innombrables fois lors d'expériences en laboratoire dans le monde entier. On appelle ça une intrication quantique. Ce sont deux événements se déroulant exactement de la même façon au même moment, dans différentes parties de l'univers. C'est tellement effrayant que les plus grands esprits de l'histoire ont du mal à croire que c'est vrai. Einstein détestait cette idée. Quoi? Plus rapide que la vitesse de la lumière? Il affirmait que rien ne pouvait aller plus vite que la vitesse de la lumière, et donc que l'intrication quantique était impossible. Eh bien, Einstein avait tort. Il s'avère que si vous secouez un électron, son jumeau peut le détecter plus vite que la vitesse de la lumière. Si ces particules, qui interagissent magiquement plus vite que la vitesse de la lumière, pouvaient être intégrées dans une puce informatique, les possibilités seraient époustouflantes. Que pourrions-nous faire avec un ordinateur quantique? Nous pourrions faire des calculs qui défieraient les ordinateurs ordinaires. Ce n'est pas qu'une question de vitesse. Les ordinateurs actuels sont composés de milliards de petits interrupteurs électriques. Ils sont allumés ou éteints, représentés par un 1 ou un 0 dans le code informatique. Étonnamment, un interrupteur quantique pourrait être activé ou désactivé en même temps. Ce seraient des ordinateurs allant au-delà de notre imagination. Un seul ordinateur quantique pourrait être plus puissant que tous les ordinateurs d'aujourd'hui réunis. La CIA veut s'en emparer. Elle possédait même un document sur les ordinateurs quantiques qui a fait l'objet d'une fuite. Du coup, nous savons avec certitude que la NSA effectue des recherches sur les ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique pourrait être une force favorable, ou alors une arme plus puissante que tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Le gouvernement chinois dépense 10 milliards de dollars dans un laboratoire de sciences quantiques, dont l'ouverture est prévue en 2020. Avec un ordinateur quantique, nous pourrions déchiffrer n'importe quel code sur la planète Terre. Tous les secrets de toutes les nations seraient à nous. Cette étrange lumière dans l'Illinois serait-elle la preuve d'une expérience quantique? Le physicien théoricien Michio Kaku doute que ce soit le cas. La bizarrerie du monde quantique se situe au niveau microscopique. Il s'agit de minuscules transistors et de minuscules photons laser, donc pas d'anomalie atmosphérique gigantesque. Et c'est pourquoi je doute que ce soit la mécanique quantique qui soit derrière ce qui se passe dans les nuages. La météorologue Angela Fritz réexamine les images. Ailleurs, dans le ciel, elle remarque quelque chose. On aperçoit un orage se profiler au loin. La foudre est donc le résultat de l'électromagnétisme dans les nuages. D'un côté, il y a la foudre électrique et de l'autre, son opposé. Une sorte d'aimant pouvant modifier la forme et la direction des lumières dans la tempête. L'ingénieur électricien Bill Beatty teste la théorie d'Angela Fritz en recréant les mêmes conditions de tempête dans son laboratoire. J'ai mon réservoir rempli d'eau. Voilà l'atmosphère et le nuage au-dessus. Je vais utiliser, plutôt que des cristaux de glace, de minuscules paillettes de nickel qui sont magnétiques. Introduisons-les dans l'atmosphère. J'ajoute le soleil. Bill Beatty se sert d'aimant pour simuler le champ électrique produit par un orage et met la théorie à l'épreuve. Quand il y a un orage, ça polarise les cristaux. Si la foudre frappe, boum, ils sautent dans une autre position. L'expérience de Bill Beatty démontre comment les fluctuations magnétiques d'un orage peuvent modifier la polarité des cristaux de glace dans le nuage et modifier la façon dont ils réfléchissent la lumière telle qu'on la voit à l'image. Les orages ont la capacité de s'étendre sur des centaines de kilomètres, de sorte que le même effet pourrait être observé sur de grandes distances. La nature peut nous jouer des tours. Elle en a certainement beaucoup d'autres cachés dans sa manche. Mais le témoin oculaire Joe Mercer est convaincu qu'il se passe autre chose. Ça ressemblait à de l'énergie pure, de la puissance pure. Je sais toujours pas ce que c'était, mais j'aimerais le savoir. Tout de suite, filmé par une caméra, une chose étrange que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer sort des vagues. On voit une sorte d'aileron énorme sortir de l'eau, puis s'immerger.
et après il disparaît. Si c'est un aileron, il est gigantesque, comme l'indique l'analyse d'échelle. 4,50 m, c'est beaucoup plus grand que n'importe quelle créature marine que nous connaissons et qui existe aujourd'hui. Les créatures de cette taille sont normalement associées à des périodes géologiques nettement plus anciennes. Ça pourrait être la première fois qu'on aperçoit une créature préhistorique vivante. Au port de pêche de Miyako, au nord-est du Japon, le 11 mars 2011, un jour de printemps anodin devient mortel lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 9 éclate. Un homme commence à le filmer et au passage, il capture accidentellement quelque chose d'étrange surgissant de la mer. C'est difficile de loin, mais d'après ce que je vois, ça semble très grand. On voit une espèce de périscope, comme l'aileron d'une créature marine, qui sort de nulle part. Est-ce que le tremblement de terre a libéré une créature marine inconnue? Afin de trouver d'anciens récits sur des créatures des mers, la biologiste marine Dani Washington se tourne vers le folklore marin. Le folklore japonais relate des monstres appelés les yokai, qui se trouvaient dans différentes régions du monde. Mais c'est un monstre marin en particulier, le Ikuchi, qui terrorisait les pêcheurs. Il paraîtrait que ces serpents de mer monstrueux pouvaient s'étendre sur plusieurs kilomètres et que les marins japonais vivaient dans la crainte d'être attaqués par l'un d'eux. On dit qu'ils exudaient une substance comme de l'huile qui coulait les navires. Beaucoup croyaient que c'était une manifestation d'âmes perdues, de morts qui s'étaient noyés en mer. L'expert Ben Radford analyse les images. On voit tout à coup, dans le bras de mer, une tache étrange et sombre. Quelque chose de pointu sort de l'eau. Ça a l'air grand et inhabituel. De grands requins blancs errent dans ces eaux, mais leurs ailerons mesurent environ 1 mètre de long. Ce qui sort de l'eau ici fait 4,50 m. C'est bien plus grand que l'aileron d'un requin. La rédactrice scientifique Jade Lovell trouve une créature marine qui pourrait correspondre à la description. Seulement elle est censée s'être éteinte il y a 34 millions d'années. Le basilosaure mesurait plus de 23 mètres. Une telle créature pourrait correspondre à la taille de la chose qu'on voit dans la vidéo. Il était décrit comme une baleine croisée avec un serpent, à cause de sa longueur et de sa sinuosité. C'est de ces mers que les pêcheurs ont tiré un caucus qui ressemblait à un plésiosaure préhistorique. On a longtemps cru qu'il avait disparu. Mais en 1977, un chalutier japonais a capturé une grande créature marine, qui, selon beaucoup, aurait été un prédateur préhistorique. Au sud, au large des côtes australiennes, un incident s'est produit qui a alimenté les spéculations sur l'existence d'un très grand prédateur marin. Pour étudier son comportement, les chercheurs avaient marqué des grands requins blancs. Lorsqu'une des étiquettes est apparue sur une plage, les scientifiques ont été choqués par les informations qu'elle contenait. Ce requin étiqueté a été traîné jusqu'à une profondeur étonnante, 610 mètres. Les données de l'étiquette ont indiqué une température de 26 degrés durant 8 jours. Un signe certain que le grand requin blanc a été mangé et s'est retrouvé dans le système digestif d'une créature inconnue beaucoup plus grande. Cette créature inconnue existe-t-elle dans tous les océans du monde? Si tu nages et que tu tombes nez à nez avec ce monstre, tu as de quoi t'inquiéter. Cependant, Ben Radford analyse la profondeur de l'eau du port. Ce n'est pas une chose très grande. Cette zone à l'avant-plan est peu profonde. Vous pouvez voir le devant. Il n'y a presque pas d'eau. Donc, ça ne peut pas être immense. Sinon, ça sortirait de l'eau. L'historien Tony McMahon observe les images et se demande si la chose pourrait faire partie d'une épave. J'ai regardé les images et j'ai l'impression que c'est un gros morceau de bois. Les environs ont été infestés par une série de vaisseaux terrifiants venus de la mer.
Ce n'est pas surprenant que les Japonais soient devenus très méfiants à l'égard de ces naufrages. D'autant plus que selon l'histoire, beaucoup d'entre eux ont été hantés par des morts. Suivez les histoires saisissantes de gens ayant survécu à l'impossible. Je suis tombé sur du béton. Mon corps était tout brûlé. Les lumières se sont éteintes. Tu étais mort. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. Dans un port de pêche à l'est du Japon, un mystérieux objet apparaît dans l'eau. Serait-ce un monstre marin ou une épave qui remonte à la surface? Dernièrement, le long de la côte ouest du Japon, il y a eu une série d'accidents terribles. Des vaisseaux fantômes se sont échoués. Le vaisseau fantôme est le surnom donné aux navires trouvés sans équipage à bord. En 2015, plus de 40 vaisseaux fantômes en bois se sont échoués sur la côte. Ils contenaient les corps en décomposition de 22 personnes. 2 corps étaient sans tête. Sur l'un des vaisseaux fantômes, 6 crânes ont été retrouvés, sans corps. La théorie la plus plausible sur l'origine de ces bateaux et sur l'identité de ces pauvres marins, c'est qu'ils venaient de Corée du Nord. Ils ont sûrement été forcés de pêcher, soit par faim, soit par obligation. Ils ne devaient pas être doués. Ils ont finalement pris un mauvais courant et heurté les côtes du Japon, vivants ou morts. Ce qui est apparu ce jour-là sortant des vagues n'a pas été identifié et n'a jamais été revu. L'océan détient tellement de secrets. Tout de suite, lorsqu'un train n'est pas un train, mais une apparition. Waouh! On peut voir au travers du train. On se demande d'où peut bien provenir cette chose. L'histoire des chemins de fer moscovites est marquée par les injustices, les tortures indicibles et les meurtres d'innombrables innocents par le gouvernement. Il y avait des trains qui circulaient même sous le Kremlin pour déplacer des gens et des objets dans la région, sans que personne ne le sache. Serait-ce un train rempli d'âmes en colère et vengeresse? Comment dire, c'est un train fantôme? À Moscou, en Russie, le chemin de fer souterrain qui passe sous la ville a été planifié par les tsars, mais construit sous le régime communiste. Il passe sous le Kremlin et la Loubianka, les quartiers généraux de l'impitoyable police secrète soviétique. Quelques jours après son ouverture, ces trains transportaient une partie du million de personnes massacrées lors des purges de Staline. Dans la gare Polejaïevskaya, à l'automne 2013, une caméra de sécurité de la ligne filme un train fantôme entrant en gare. C'est vraiment bizarre. Comment ça a pu être filmé? Les caméras du métro de Moscou n'avaient jamais filmé une telle chose. Le voilà, enfin si on veut. On peut voir au travers du train. Les rails sont visibles au sol. C'est vraiment étrange. L'enquête et l'analyse du film démontrent qu'il ne s'agit pas d'un canular. Ce n'est pas non plus le résultat de Halo, lorsque les bandes vidéo sont réutilisées plusieurs fois. Cette caméra est numérique, il n'y a pas de cassette. Les trains sont des constructions solides. Il se passe vraiment quelque chose de bizarre ici. Comme l'observe le professeur Kevin Folta, le système ferroviaire russe, sous le régime communiste, est un instrument de terreur. Staline n'avait pas simplement le métro. Il avait aussi le métro 2, construit plus en profondeur. Ces trains aussi circulaient sous le Kremlin pour déplacer des gens et des objets dans la région très rapidement, sans que presque personne ne le sache. Le métro secret de Staline a terrifié le peuple russe. On ne sait pas combien de dizaines de millions de personnes ont été torturées et assassinées par les communistes russes, mais les trains en ont emmené de nombreux jusqu'à leur mort, dans la Loubianka et au-delà dans les goulags. Le métro de Staline n'était pas un chemin de fer ordinaire. C'était un instrument souterrain de torture et de meurtre. Le long de ces lignes circulaient les trains de l'enfer. Dans le métro de Moscou, une caméra filme une arrivée étrange. Il s'arrête, mais il est transparent. L'historien Tony McMahon se rappelle comment le métro de Moscou a été utilisé par Joseph Staline. Ce métro parallèle est connu sous le nom de métro 2, bien qu'a priori le KGB l'ait appelé D6. Il relie essentiellement le Kremlin, le Bureau fédéral de la sécurité
Et il y a aussi une ligne qui va, sans surprise, à l'aéroport. Une nouvelle génération de Russes s'apprête à dénoncer les crimes horribles de la génération précédente et à fouiller entièrement le métro secret de Staline. Les explorateurs urbains fouillent la ville à la recherche de passages souterrains et de chambres secrètes. Cependant, les autorités russes sembleraient vouloir oublier le sombre passé du métro de Moscou. Un explorateur russe a prétendu qu'il avait trouvé l'entrée du métro 2. Mais quand il y est retourné, il a annoncé que l'entrée et d'autres parties avaient été mystérieusement fermées. Le journaliste scientifique Dave Farina essaie d'imaginer quel genre de problème technique pourrait causer ceci. Serait-ce un vrai train circulant sur une ligne qui n'est pas censée exister? Lorsque plusieurs caméras fonctionnent au sein du même système, les signaux peuvent interférer, ce qu'on appelle la diaphonie. Certains aspects de l'image d'un flux peuvent apparaître sur une autre. Peut-être qu'une partie des images qui ont été filmées est le résultat d'interférences techniques du système de reconnaissance du métro qui captait l'activité du métro 2. Ce ne sont pas des trains fantômes, ce sont de vrais trains, c'est juste que le public ne les connaît pas. L'analyste d'images Ben Radford se demande si les effets de la lumière pourraient expliquer ce train fantôme. Avec une image comme celle-ci, il y a peu de possibilités. Tout d'abord, ça pourrait être le reflet d'un autre train. Un morceau de verre devant la caméra, à angle droit, pourrait réfléchir la lumière d'un autre train, ailleurs dans la gare. Pour qu'il y ait un reflet, il faut qu'il y ait une ligne parallèle qui soit vue à travers du verre. Si vous regardez à travers une fenêtre et qu'une chose se reflète derrière vous, vous la voyez déformée comme ça. Mais Dave Farina réfute cette théorie. Ça m'étonnerait parce que lorsqu'on regarde le train, on voit qu'il est parfaitement aligné au quai. C'est statistiquement impossible qu'il puisse être aligné de cette façon par hasard. Quelle que soit la cause de cette apparition fantomatique, une chose ne fait aucun doute. Les métros de la terreur de Staline ont fait écho aux cris d'innombrables Russes. Quand les gens parlent des voyages de l'enfer, c'est de ça dont il s'agit. Tout de suite, à quelques secondes d'un tragique crash d'avion géant. Oh mon Dieu, on dirait qu'il va s'écraser. Il ne s'agit pas d'un hydravion, il est en chute libre vers une sépulture aquatique. Mais que fait cet avion? Cette histoire ne peut que finir mal. Étonnamment, l'avion atterrit sur l'eau. Cet avion défie les lois de la physique. C'est incroyable, je n'ai jamais rien vu de tel. Comment un avion ordinaire a-t-il pu réussir cette manœuvre? Et pourquoi? Serait-ce une sorte de coup monté? Mais pour la mafia russe, ce n'est rien. Ils brassent des milliards de dollars. Taganrog, sur la mer d'Azov, est une ville côtière militaro-industrielle, qui était autrefois le terrain de jeu des aristocrates. Elle attire encore les touristes russes. En automne 2013, des Russes profitant de la plage assistent à la tentative suicidaire d'amérissage d'urgence d'un avion de ligne. C'est un dernier recours. C'est un acte de désespoir. Est-ce que le pilote aurait des idées suicidaires? Ce n'est pas un hydravion, mais à leur grand étonnement, il semble atterrir en toute sécurité sur l'eau. C'est inimaginable que ça puisse arriver. Ça ne peut pas être vrai. Les passagers ont de la chance d'avoir survécu. Il y a des avions conçus pour se poser sur l'eau, mais celui-ci ne ressemble pas à l'un d'eux. Il n'y a pas les flotteurs, ni quoi que ce soit qu'ont les hydravions classiques. Voilà ce qui se produit normalement lorsqu'un avion de ligne essaie d'atterrir sur l'eau. Le 23 novembre 1996 à Addis Abeba, le vol 971 d'Ethiopian Airlines part pour Nairobi. À bord, 3 pirates de l'air entrent de force dans le cockpit. Les hommes armés exigent que l'avion change de cap pour l'Australie et refusent de croire que l'avion n'a pas assez de carburant pour atteindre leur nouvelle destination.
Le pilote est contraint de faire un atterrissage d'urgence dans l'océan Indien. Le résultat est un désastre. Sur les 175 passagers, 125 ont perdu la vie. Les avions commerciaux de cette taille ne sont pas construits pour atterrir sur l'eau. Ça pose de nombreuses complications et la plupart du temps, c'est d'une grande violence. Il est très difficile de maintenir ces avions parfaitement à niveau pour atterrir sur l'eau. Une aile peut basculer, plein de choses peuvent mal tourner. Qu'est-ce qui a pu forcer cet avion à atterrir? Il ne présente aucun signe visuel de défaillance technique. On ne dirait pas un accident. Il n'y a aucun signe apparent de fumée ni d'incendie. Ça suggère que le pilote était aux commandes jusqu'au bout. Donc il s'agissait probablement d'un détournement. Cependant, le journaliste scientifique Steve Potvin n'est toujours pas convaincu. S'il s'agissait d'un détournement, des véhicules d'urgence auraient été sur les lieux avant même l'atterrissage de l'avion. On ne voit aucun véhicule d'urgence. Ça m'étonnerait que ce soit un détournement. C'est déjà extraordinaire qu'un avion de cette taille atterrisse sur l'eau. Mais ce qu'il parvient à faire ensuite l'est encore plus. Mais que fait cet avion? Attendez, il redécolle. C'est juste incroyable. L'avion a atterri près du rivage, puis est reparti aussi sec. Le journaliste Kevin Folta se demande s'il ne s'agirait pas d'une opération de contrebande de drogue. Vous imaginez faire atterrir un avion pseudo-militaire sur l'eau pour livrer de la drogue et disparaître au plus vite? Ce serait une fantastique façon de procéder. C'est le nouveau visage du trafic de drogue. Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. En Russie, un énorme avion à réaction est sur le point de sombrer dans la mer d'Azov. Seulement il atterrit, puis redécolle presque immédiatement. S'il s'agit d'un trafic de drogue, c'est à une échelle impressionnante. Ça semble invraisemblable que des trafiquants de drogue puissent utiliser ce genre de technologie d'aviation de pointe. Mais pour la mafia russe, ce n'est rien. Ils brassent des milliards de dollars. La confrérie Bratva serait l'organisation criminelle la plus puissante de la planète. Elle a un chiffre d'affaires global de 8,5 milliards de dollars et ses 9000 membres sont marqués de tatouages symboliques. Ce cartel est dirigé par un homme décrit comme étant le parrain des parrains de la mafia russe, Semyon Mogilevich. Ce qui est incroyable chez ce chef de la mafia russe, c'est qu'il semble jouir d'une immunité totale. Il opère sans crainte pour sa propre sécurité. Semyon Mogilevich, surnommé le Don intellectuel, en raison de son sens aigu des affaires, vit librement et normalement avec sa famille à Moscou, mais son empire maléfique s'étendrait dans le monde entier. Les enquêtes du FBI démontrent que ses opérations sont d'envergure quasi militaire, et que son activité principale repose sur la drogue. La Russie n'est pas un producteur de drogue, mais un centre d'acheminement pour tous les stupéfiants des marchés occidentaux. L'héroïne est produite en Ouzbékistan, au Tadjikistan et en Afghanistan. Et la Russie est l'endroit idéal pour la faire passer clandestinement en Europe. L'un des itinéraires du trafic de Bratva les mieux établis se situe entre le Tadjikistan et Rostov-sur-le-Don en Russie, à moins de 40 km de là où l'avion a atterri. Ça ne peut pas être une coïncidence. Cependant, un détail concernant cette explication fait douter Stacy Ramkissoon. La contrebande de drogue est assez improbable là, parce qu'elle aurait été orchestrée en privé plutôt que devant une bande de touristes sur une plage. Donc ça doit être autre chose. L'experte en aérospatiale Marna Kegel revient sur les images. Elle se rend compte qu'il y a une caractéristique clé qui distingue cet avion des autres avions de ligne de cette taille. On dirait qu'il y a des structures au-dessus des ailes. En réalité, ce qu'on voit, ce sont les moteurs. Cette preuve indique que cet avion a été spécialement conçu pour l'amérissage et le redécollage. Il s'agit donc du Beriev BE-200. L'avion Beriev BE-200 est un avion très rare. Sa mission est de lutter contre les incendies. Il est capable de contenir une quantité incroyable. Il charge 12 tonnes en écrémant la surface de l'eau à une vitesse pouvant atteindre 160 km/h. C'est le seul avion que je connaisse
qui puisse effectuer des manœuvres comme amérir, charger de l'eau si rapidement et redécoller. Cet avion est impressionnant. C'est une innovation brillante et une ingénierie remarquable. Cet avion est vraiment extraordinaire. Lorsqu'il s'agit d'une telle ingéniosité, il ne faut jamais sous-estimer les Russes.